coutumières seront, au même titre que les élus locaux et que les représentants socio-professionnels, associés à un véritable développement régional. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il en résultera une meilleure intégration des activités dans un milieu humain spécifique, ce qui est d'ailleurs une des meilleures garanties de succès. Bien entendu, les subdivisions seront, le moment venu, remodelées afin d'établir une correspondance avec les limites géographiques des pays. C'est à l'échelon territorial que l'autonomie de la coutume sera assurée. En effet, comme à ce niveau décentralisé que je viens d'évoquer, l'Assemblée des pays, telle pourrait être en effet la dénomination que je vous propose de retenir, sera composée de représentants coutumiers, d'élus locaux et de représentants de secteurs socio-professionnels et associatifs. Mais seule la section coutumière, composée de 24 membres, recevra des attributions propres. Elle examinera les questions relatives aux droits civils particuliers. Elle exercera une fonction de conciliation dans les conflits entre citoyens de droit civil particuliers pour les matières régies par ce statut. Elle assurera enfin la représentation extérieure de la coutume auprès des communautés mélanésiennes du Pacifique Sud. L'Assemblée des pays disposera d'un délai d'1 mois pour examiner les propositions de délibération qui seront déposées sur son bureau par le gouvernement du territoire ou par l'Assemblée territoriale. Si dans ce délai, l'Assemblée des pays n'émet pas d'avis, celui-ci sera réputé avoir été donné. Si l'Assemblée territoriale ne suit pas l'avis de l'Assemblée des pays, le gouvernement du territoire pourra demander à celle-ci un deuxième avis et provoquer une deuxième lecture à l'Assemblée territoriale qui aura, bien entendu, le dernier mot. Aucun blocage des institutions n'est donc à redouter. Cependant, sur les questions de droit civil particulier, l'avis de la section coutumière sera requis. Faute de consensus, il n'y aura pas d'évolution du droit coutumier, ce qui, je crois, est parfaitement conforme à la tradition mélanésienne. Les autres sections de l'Assemblée des pays, dont les membres seront, comme pour la section coutumière, issus au 2e degré des 6 pays composant la Nouvelle-Calédonie, auront une compétence générale identique à celle de l'Assemblée plénière qui aura pour mission d'exercer une fonction consultative sur les questions relatives au développement économique, social, culturel, planification et budget du territoire. La section des représentants des secteurs socio-professionnels et associatifs, composée de 12 membres, comme pour les élus locaux, comprendra 4 représentants des organisations patronales, 4 représentants des organisations syndicales et 4 représentants des associations de jeunes et de femmes en particulier. Ainsi, la coutume sera-t-elle non seulement reconnue, mais associée aux décisions. J'en attends pour ma part un enrichissement du dialogue entre les ethnies et la prise en considération mutuelle, j'insiste sur ce mot, d'aspirations parfois divergentes. La troisième idée de ce statut d'autonomie interne est de donner aux élus locaux la maîtrise de l'exécutif et de doter le territoire d'institutions et de compétences appropriées. En ce qui concerne le gouvernement du territoire, l'innovation essentielle par rapport au statut actuel est que l'exécutif local sera entièrement élu. Les membres du gouvernement du territoire seront élus par l'Assemblée territoriale, parmi ses membres ou hors de son sein, par un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un seul tour. Le président du gouvernement, qui sera le premier placé sur la liste arrivant en tête, fixera les attributions des ministres territoriaux dont le nombre pourrait être fixé entre 6 et 8.
Ce président sera également le chef des services territoriaux et il aura mission à représenter le territoire. Par ces dispositions, le gouvernement de la France entend renouer avec les dispositions de la loi cadre, œuvre de liberté et d'émancipation, dont la paternité revient, vous le savez, à Gaston Defferre, que je me plais à saluer ici. L'évocation des conditions d'élection de l'exécutif territorial me donne l'occasion de rappeler, comme je l'ai fait auprès de tous mes interlocuteurs, que les élections de 1984 seront des élections territoriales normales, destinées à mettre en place une assemblée dont le rôle sera de gérer, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les affaires du territoire avec plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Le haut-commissaire représentant de l'État dans le territoire sera, quant à lui, chargé d'exercer les compétences dévolues à l'État, de faire respecter l'ordre public et d'assurer le respect des libertés. Il sera avant tout le garant de la légalité du fonctionnement des institutions territoriales et de leurs actes en exerçant le contrôle a posteriori par d'éventuels recours devant le tribunal administratif qui sera créé en Nouvelle-Calédonie. Pour que l'autonomie interne trouve sa pleine signification, vous constaterez que de nombreuses compétences ont été transférées au territoire. Je ne citerai que 4 domaines particulièrement significatifs à vos yeux. En matière de relations internationales et sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives prises pour leur application, le président du gouvernement du territoire pourra proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines économiques, techniques ou culturels intéressant le territoire. Le président du gouvernement du territoire participera alors obligatoirement à ces négociations. Il pourra également être autorisé, avec le haut-commissaire, à représenter le gouvernement de la République au sein d'organismes régionaux du Pacifique Sud. En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le gouvernement du territoire participera à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie et dépendance. Enfin, dans le Pacifique Sud, le gouvernement du territoire pourra négocier des accords dans les domaines économiques, techniques, culturels et recevra à cette fin des pouvoirs du président de la République. Ces accords seront simplement soumis à ratification dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. Dans la zone économique qui entoure la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, le territoire sera également compétent pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques. En ce qui concerne les investissements étrangers, le territoire examinera les déclarations préalables ou délivrera les autorisations préalables pour les projets d'un montant inférieur à 1 milliard de francs CFP, lorsqu'il s'agira d'activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. S'il est prévu expressément le maintien de la compétence de l'État sur la réglementation prise en application de la loi d'habilitation du 4 février 1982, le gouvernement est prêt à ne maintenir que les principes fondamentaux du droit du travail dans le domaine de compétence de l'État, les modalités d'application revenant au territoire. Pour bien marquer l'engagement de la France vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie et de la composante mélanésienne de sa population, l'avant-projet de statut prévoit le maintien des 3 offices créés par les ordonnances du 15 octobre 1982. Cette présentation rapide de l'avant-projet de statut
statut est de ses traits les plus significatifs pour la politique d'autonomie interne que le gouvernement entend mettre en œuvre dans ce territoire, cette présentation, dis-je, ne serait pas complète si je n'indiquais le rôle de la Cour des comptes qui exercera les compétences dévolues en métropole aux chambres régionales des comptes. Il s'agit là d'un dispositif essentiel dans la suppression du contrôle a priori des actes des collectivités locales. Au cours des divers entretiens que j'ai eus depuis quelques jours sur le territoire, nombreux sont ceux qui m'ont interrogé sur le calendrier d'adoption de ce nouveau statut. Le texte qui vous sera remis, mesdames, messieurs, par le haut-commissaire, constitue un avant-projet. Sa rédaction est donc susceptible d'être modifiée à la lumière des remarques que vous formulerez, mais aussi à la lumière de la lecture des projets qui m'ont été transmis depuis une dizaine de jours et dont certaines dispositions méritent sans doute d'être retenues. Je souhaite pour ma part être en possession de vos suggestions dans un délai relativement court, de manière à pouvoir engager dès le début de 1984 la procédure officielle de consultation prévue par l'actuel statut. Et je vous fais confiance, Monsieur le Président. L'Assemblée territoriale disposera alors d'un délai d'1 mois pour faire connaître son avis. Le texte définitif sera ensuite soumis au Conseil d'État, puis examiné en Conseil des ministres, afin d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat avant le début de la session de printemps, au cours de laquelle il sera voté. Si ce calendrier est respecté, et le gouvernement a la volonté qu'il le soit, la Nouvelle-Calédonie disposera en juillet prochain d'un nouveau statut et les élections territoriales pourront alors être organisées. J'ai dit tout à l'heure comment et dans quel esprit il fallait les concevoir, et il est inutile d'y revenir. Par contre, sur le troisième point de la déclaration de Nainville-les-Roches, que j'ai relu tout à l'heure devant vous, et dont la rédaction, je tiens à le rappeler, a été l'œuvre commune de tous les participants de la table ronde, même si certains n'ont pas accepté à la fin de la signer, je voudrais apporter des précisions attendues de tous, je le crois, sur le caractère évolutif et transitoire du futur statut du territoire. Dans ce domaine, la France a trop manqué de rendez-vous avec l'histoire pour ne pas avoir la volonté de réussir celui qui nous est proposé. Et j'ai la conviction qu'un délai de 5 ans, celui d'une législature, est nécessaire avant que la population de ce territoire soit en mesure de se prononcer librement et en connaissance de cause sur son avenir. Une consultation offrant le choix ou les choix possibles sera donc organisée en 1989. Cette disposition figurera d'ailleurs dans le préambule du futur statut du territoire. Favoriser l'exercice de l'autodétermination, qui, je vous le rappelle, est expressément prévu par notre Constitution, est la vocation de la France. Cela signifie que pendant les 5 années qui nous séparent de cette échéance, il convient de préparer celle-ci en appliquant loyalement le statut d'autonomie interne
terme et en favorisant la formation et la promotion des cadres locaux originaires du territoire et tout particulièrement celle des Mélanésiens. Il s'agit de rétablir en quelques années l'égalité professionnelle entre les ethnies comme nous avons rétabli par la déclaration de principe de Nainville-les-Roches et comme nous rétablirons par l'Office culturel et scientifique kanak l'égalité de civilisation. À cette fin, l'État favorisera la création d'une école territoriale d'administration et soutiendra les mesures qui seront prises par le gouvernement local pour assurer l'accès des diplômés mélanésiens aux postes de responsabilité. Pendant cette période transitoire, nous aurons aussi à réfléchir sur l'organisation de la consultation de 1989 et sur le Je crois que certains d'entre vous avaient trouvé, lors de mon intervention du mois de mai dernier, la partie économique du discours que j'ai prononcé ici un peu trop fournie. J'avais simplement voulu montrer alors que la situation politique ne devait en aucun cas faire oublier ce qui constitue la vie quotidienne des hommes et des femmes de ce territoire et qu'en aucune façon, contrairement à ce qui a pu être dit, l'État ne s'était désengagé. Je vais ce soir rappeler seulement quelques données, sachant que M. le Haut-Commissaire, Jacques Roinet, aura à prononcer devant votre Assemblée et très prochainement une analyse approfondie de la situation économique. Ce souci, qui était le mien au printemps, reste bien sûr le même aujourd'hui. Depuis 6 mois, la situation économique mondiale ne s'est pas fondamentalement améliorée, malgré une légère reprise enregistrée aux États-Unis. Partout, les taux d'intérêt restent élevés et le chômage atteint des sommets. En France, la politique économique du gouvernement, poursuivie avec méthode et détermination, commence à porter ses fruits. La hausse des prix, voisine de 9%, sera la plus faible enregistrée depuis 10 ans. Le chômage se maintiendra aux alentours de 2 millions de personnes sans emploi, ce qui est bien sûr beaucoup trop. Mais la France est le seul pays en Europe à ne pas avoir connu d'augmentation du chômage depuis près de 2 ans. Le déficit budgétaire, vous le savez, est contenu dans les limites prévues. À cet égard, on ne sait pas assez qu'il est proportionnellement beaucoup plus faible que le déficit américain qui atteindra l'an prochain le chiffre fantastique de 200 milliards de dollars, contribuant ainsi à l'instabilité monétaire dont vous êtes ici les premiers à souffrir, compte tenu de l'ampleur et de l'origine de vos importations. Le commerce extérieur poursuit son redressement et le déficit de 1983 ne devrait guère dépasser 45 milliards de francs, alors que l'année dernière, nous étions à 90 milliards. Il y a là une marque indiscutable du regain de compétitivité de l'économie française. 1984 pourrait être pour l'économie calédonienne une année de reprise. Reprise du nickel tout d'abord, puisque le déstockage massif entrepris depuis plus d'1 an devrait s'achever avant la fin de la présente année. À court terme, une reprise de la production sur des bases financières et industrielles plus saines doit être enregistrée. Elle se traduira par une amélioration de l'emploi direct et un renouveau de l'activité minière, induisant ainsi une augmentation du revenu des ménages. Cette augmentation de la production de minerais et de métal
devrait être garantie par le maintien de la croissance économique aux États-Unis, au Japon et par une reconquête du marché métropolitain. À moyen terme, la situation reste cependant fragile et il conviendra de veiller à ne pas retomber dans les ornières du passé. Reprise du nickel, mais reprise aussi, du moins je l'espère, dans des secteurs d'activité plus traditionnels, comme le bâtiment ou les travaux publics. Le projet hôtelier de Tiaré est maintenant bien avancé, puisque les financements sont pratiquement en place. Par ailleurs, une décision devra intervenir l'an prochain pour le barrage de la Ouiné, dont les dernières études sont en cours de réalisation par Enersa. Et puis, la politique du gouvernement étant désormais clairement définie, il faut que les investissements qui ont pu être différés ces derniers mois soient aujourd'hui réalisés. 1984 sera aussi la première année d'exécution du 9e plan. Le territoire élabore actuellement les propositions qui devront faire l'objet des contrats de plan. Ceux-ci seront arrêtés dès le début de l'an prochain et il importe que les dossiers soient prêts à temps. À cet égard, je suis tout à fait disposé, si le territoire en fait la demande, à faciliter, Monsieur le Président, l'envoi sur place d'une mission de spécialistes afin d'accélérer les travaux. Il est vrai que ce travail devrait être facilité par la reprise des conclusions des États généraux du développement organisés il y a quelques mois à l'initiative du vice-président du Conseil de gouvernement et dont j'ai suivi personnellement avec intérêt les travaux. Vous m'avez enfin, Monsieur le Président, posé la question des interventions de l'État en Nouvelle-Calédonie. En 1982, les dépenses totales de l'État dans le territoire ont atteint plus de 29 milliards de francs pacifiques, dont près de 10 milliards, dont les seules dépenses de fonctionnement et de personnel au titre de l'éducation nationale, soit une progression de plus de 10% par rapport à 1981. Pour 1983, la croissance sera sans doute voisine de 9%, mais les chiffres définitifs ne seront disponibles qu'au milieu de l'an prochain. En 1984, l'effort sera naturellement poursuivi, tant en ce qui concerne les dépenses d'investissement que les dépenses de fonctionnement. Je dois même vous dire que les deux seules mesures vraiment nouvelles de mon budget pour les TOM concernent la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une ouverture de crédit de 360 millions de francs CFP pour assurer le fonctionnement des offices créés l'an dernier, de l'attribution de 273 millions en fonctionnement et de 123 millions en investissement pour la création d'une unité de service militaire adaptée sur la côte Est qui vous est chère, Monsieur le Président. Mais je sais, Monsieur le Président, que votre véritable souci concerne les recettes attendues de l'État au titre du nickel. Monsieur le Premier ministre vient de rendre son arbitrage et je suis en mesure de vous annoncer que l'État est prêt à verser au territoire 3,636 milliards francs pacifiques, dont la garantie de ressources, pour la garantie de ressources, et 910 millions de francs en contrepartie d'un abandon par le territoire du prélèvement complémentaire sur les exportations, soit un total de plus de 4,5 milliards de francs pacifiques, qui constitue le maximum de ce que le budget de l'État peut supporter l'an prochain. Je sais que cela ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez, mais j'envisage de demander un nouvel effort
à mes collègues du ministère de l'Éducation et des Affaires sociales au titre des conventions passées avec le territoire. Il me faut maintenant conclure. Je reprendrai donc devant vous, avec la même ténacité, le langage qui me tient le plus à cœur, l'appel à la raison et à la générosité des sentiments. Appel à la raison, parce que la situation économique du territoire impose à tous que la confiance réciproque règne et que ceux qui souhaitent investir ici le fassent sans crainte des lendemains. Après les réunions nombreuses et fructueuses que j'ai eues avec les syndicats, j'ai mesuré l'inquiétude de l'avenir. Nous devons faire en sorte que chacun ici trouve sa place, sa juste place. Il faut mobiliser toutes les énergies pour assurer le développement économique nécessaire. L'œuvre à entreprendre est vaste, mais nous devons penser à la jeunesse de ce pays. Il faut assurer son éducation et sa formation professionnelle. L'histoire de ce pays est marquée précisément, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, par ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire. Ce que je veux, c'est que nous puissions ensemble transformer ce concept de victime et parler aujourd'hui d'acteurs de l'histoire. J'ai pu mesurer depuis plusieurs jours la signification profonde de certains mots, la terre des ancêtres, l'accueil dans la cave et le droit à la parole. La parole est créatrice de valeur. Au commencement était le Verbe. Les mots peuvent conjurer, mais ils peuvent aussi attiser. Le Verbe n'est pas monologue, il est dialogue. Il impose la présence de celui qui écoute, comprend et répond. Le Verbe crée le temps, donc la durée, et il est la condition de l'échange. Ici, où vivent et cohabitent deux cultures, deux civilisations, doit naître pour l'avenir un modèle original et spécifique de valeurs, reflétant tout à la fois la tradition, donc le passé, mais aussi l'assimilation et la maîtrise du monde moderne. La coutume ne doit en aucun cas être ressentie ou apparaître comme un frein au développement. Elle doit être le refuge des valeurs sacrées qui font qu'un homme croit dans son avenir quand il a la certitude d'avoir un passé. Ce passé doit unir et ne point diviser. Le passé doit être un facteur de paix pour regarder ensemble l'avenir. J'ai dit que les mots pouvaient conjurer, mais ils peuvent aussi animer les démons cachés. Résister à la provocation d'où qu'elle vienne, et que l'on sache bien que je condamnerai, quant à moi, toujours tous les recours à la violence. J'étais encore au ministère de la Défense quand nous avons vécu la tragédie de Coindé. 2 gendarmes morts et des familles dans la douleur. Ces 2 morts sont de trop, et c'est vers eux que vont à l'instant mes pensées. C'est vers eux qui ont été conduits aussi, vers ceux qui ont été conduits aussi à cet enchaînement de la violence. Non, plus jamais cela. La vie ici a son prix comme ailleurs,
La paix doit régner et l'emporter sur la violence. Nous vivons dans une société qui a certes encore ses imperfections, mais qui a ses règles et ses lois. Je demande à tous de respecter la loi et je veillerai à ce qu'elle soit justement et équitablement appliquée. Mais là n'est pas la vraie réponse aux réalités d'aujourd'hui. La vraie réponse, elle est en chacun d'entre vous. Celui qui veut mettre en cause la paix ou la tranquillité du territoire, en dehors du dialogue et de la concertation, devra méditer sur les conséquences de son geste. Quant à moi, je fais confiance à l'immense majorité de la population de la Nouvelle-Calédonie. Je suis là, parmi vous, à vos côtés, pour vous aider à édifier votre avenir. Regardons-le ensemble, avec sérénité. Surmontons ensemble les pièges de l'histoire pour que règne ici la paix, la fraternité et le progrès. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République française. Vous avez donc pu suivre en direct de l'Assemblée territoriale. L'idée a contribué à l'élaboration d'un projet d'avenir et de paix pour la Nouvelle-Calédonie. Je connaissais les contraintes et les difficultés de la démarche, l'espérance des uns et la crainte des autres, mais il fallait que l'espérance devienne un bien commun à partager et à faire fructifier. Des conclusions de Nainville-les-Roches, j'avais retenu une mission que vous m'aviez reconnue, celle de préparer un avant-projet de statut pour aller vers plus de responsabilités dans les domaines politiques et économiques. C'est ce que nous avons appelé ensemble un statut de large autonomie dont les caractéristiques sont la capacité à évoluer et le respect de la spécificité. Cet avant-projet, il vous appartiendra de l'amender, de l'améliorer, voire de le corriger. Allusion au climat politique actuel en Nouvelle-Calédonie, M. Lemoine regrette alors la passion immodérée qui l'emporte souvent sur la raison. Il souhaite en finir avec les jeux où chacun hésite entre plusieurs rôles à jouer. Le premier souhait du gouvernement, dit M. Lemoine, c'est de parler clairement et de mettre un terme à certaines ambiguïtés. Allusion d'abord de M. Lemoine à l'affaire du drapeau du pays kanak. On se posera encore des questions sur mes réactions personnelles à propos de la présentation d'un emblème ou de l'absence d'association patriotique. L'emblème du pays kanak a été évoqué à Nainville-les-Roches et je suis surpris aujourd'hui des réactions. Réactions de certains qui trouvent normal, peut-être parce que c'est chez leurs amis politiques, un emblème du peuple polynésien et qui s'offusquent d'un emblème mélanésien. Je suis breton, la Bretagne a son emblème. Par contre, j'ai été peiné, il est vrai, de constater l'absence des drapeaux des anciens combattants lors de mon arrivée. Qui ici se reconnaît le droit d'interdire à un représentant de la République de s'incliner devant les drapeaux de ceux qui sont morts pour la France et la liberté de la France? Qui ici distingue le sang versé par les Kanaks sur le champ de bataille français
en 1418 de celui des métropolitains. J'ai été heureux de saluer M. Philippe Wakeli, valeureux combattant de 1418, et en me recueillant à ses côtés devant le monument aux morts de Lifou, morts qui appartiennent à la communauté kanak, je me suis demandé pourquoi fallait-il encore une autre guerre, d'autres sacrifices, d'autres morts pour que nous reconnaissions à nos frères d'armes kanaks le droit de voter comme nous, de circuler d'une tribu à l'autre en hommes libres comme nous. Et M. Lemoine dévoile alors son avant-projet de statut et ses trois principes. D'abord, affirmer dans un préambule de façon solennelle et irréversible les acquis de la table ronde de Naville-les-Roches et le processus d'autodétermination qui permettra aux habitants de ce territoire de choisir leur destinée. Reconnaître et fixer la place de la coutume dans les institutions à travers la création des conseils de pays et de l'assemblée des pays. Enfin, donner aux élus locaux la maîtrise de l'exécutif en dotant le territoire d'institutions et de compétences appropriées. Premier stade, M. Lemoine lit le préambule. La présente loi a pour objet de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendance d'un statut d'autonomie lui reconnaissant son caractère particulier afin de lui assurer la liberté de s'administrer lui-même, de gérer démocratiquement ses propres affaires et de garantir son émancipation. Ce statut reconnaît au peuple indigène de la Nouvelle-Calédonie et dépendance son droit à la décolonisation et à l'autodétermination, la légitimité des droits coutumiers inscrits à l'article 75 de la Constitution. À cet effet, l'exécutif du territoire est transféré à un gouvernement local entièrement élu, les compétences délibératives de l'Assemblée territoriale sont accrues, une assemblée consultative représentant la coutume et les pays est créée, le contrôle a priori de l'État est supprimé. Le territoire pourra déterminer librement les emblèmes marquant sa personnalité au sein de la République française. Le haut-commissaire représente l'État conformément à l'article 72 de la Constitution. Ce statut doit permettre aux communautés de continuer à vivre dans la paix. Il a pour ambition de créer une communauté calédonienne multiraciale, fraternelle et paisible pour ses habitants de différentes origines, en respectant la langue, la culture, la pensée, le droit au travail, le droit à la différence pour chacun et en assurant le respect des règles coutumières, les droits fondamentaux de l'homme, du citoyen, du travailleur et les libertés individuelles et collectives. Ce statut garantit la stabilité politique indispensable à l'épanouissement d'un développement économique et social harmonieux. Il laisse aux Calédoniens la possibilité reconnue par le droit à l'autodétermination d'aménager leur avenir conformément à la volonté qu'ils exprimeront à ce sujet. Ce statut consacre également de façon solennelle la déclaration faite à Nainville-les-Roches le 12 juillet 1983 à l'issue de la table ronde ayant rassemblé les formations politiques et un représentant de la coutume de Nouvelle-Calédonie. La déclaration de Nainville stipulait, je la rappelle, premièrement, volonté commune des participants de voir confirmer définitivement l'abolition du fait colonial par la reconnaissance à l'égalité de la civilisation mélanésienne et la manifestation de sa représentativité par la coutume dans des institutions à définir. Deuxièmement, reconnaissance de la légitimité du peuple kanak, premier occupant du territoire, se voyant reconnaître en tant que tel un droit inné et actif à l'indépendance dont l'exercice doit se faire dans le cadre de l'autodétermination prévue et définie par la Constitution de la République française, autodétermination ouverte également, pour des raisons historiques, aux autres ethnies
dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple kanak. Troisièmement, favoriser l'exercice de l'autodétermination est une des vocations de la France, qui doit permettre d'aboutir à un choix, y compris celui de l'indépendance. Il faut préparer cette démarche vers l'autodétermination, qui sera le fait du peuple calédonien, défini par la logique ci-dessus admise lorsqu'il en ressentira la nécessité. Pour préparer cette démarche, chacun est conscient qu'il faut élaborer un statut d'autonomie interne qui sera spécifique, qui sera évolutif et qui marquera donc une phase de transition en prenant en compte les données politiques et économiques, car il n'y aura de développement économique qu'avec la stabilité politique. Et M. Lemoine annonce le maintien des mesures prises par ordonnance qui concernent les 3 offices. Puis, il précise l'attitude de la France pour l'avenir de la Calédonie. Le statut confirme l'engagement de la France à l'égard de la Nouvelle-Calédonie. La France est consciente de ses responsabilités et du rôle qu'elle doit continuer à jouer dans cette partie du Pacifique Sud. La France ne renoncera pas à ses obligations envers les différentes communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Elle apportera les témoignages de sa solidarité. Les Calédoniens, de leur côté, doivent avoir l'assurance que les moyens leur seront donnés d'exercer leur nouveau pouvoir. La France reste garante, pour toute la période de ce statut, de la sécurité, des droits individuels et des libertés publiques. Tel est le contenu de ce préambule. M. Lemoine aborde ensuite le détail de ce projet de statut, en commençant par reprendre ce qu'il avait annoncé à midi à Saramea auprès des maires, à savoir la création de 6 régions, de 6 pays, afin de mettre fin à la division habituelle côte Est, côte Ouest. Comme ceux d'entre vous qui ont répondu à mon invitation de visiter le musée de Chartres ont pu le constater sur une carte établie vers 1905, il vous est proposé d'administrer la Nouvelle-Calédonie en 6 pays dont la délimitation tient compte des aires coutumières et des liens économiques, sociaux et culturels, traditionnels ou qu'il convient de restaurer. Dans l'avant-projet de statut que vous allez recevoir, la configuration des 6 pays reprend celle présentée par les grands chefs à Nainville-les-Roches. Pour éviter certaines situations absurdes, il conviendra sans doute de modifier la délimitation de certaines communes. Naturellement, et je m'en porte garant, Monsieur le Haut-Commissaire recueillera l'avis des maires concernés. Chaque pays sera doté d'un conseil de pays composé pour les 3/4 de représentants de la coutume et des communes, à égalité, et pour 1/4 des représentants des activités économiques et sociales qui participent à la vie collective du pays. Les représentants de la coutume seront désignés par le collège des clans et le conseil des grands chefs. Les élus municipaux désigneront ceux des communes, tandis que les organismes socio-professionnels seront désignés, comme dans les conseils économiques et sociaux de la métropole. Voilà pour le mode de représentation des pays, des 6 pays, qui sont donc appelés à être créés. En Nouvelle-Calédonie, vous le voyez, une grande part est réservée aux représentants coutumiers. Quant aux compétences dévolues aux différents conseils de pays, les voici. Le conseil de pays, qui pourra être saisi par les autorités territoriales, le chef de subdivision, ou qui décidera lui-même d'examiner les problèmes relevant de sa compétence, donnera des avis sur les projets tendant à promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel ou scientifique du pays considéré. À ce titre, il sera plus particulièrement consulté en matière d'élaboration, d'exécution et de suivi du plan, ainsi que sur les projets ponctuels d'investissement. Ainsi, les autorités coutumières seront, au même titre que les élus locaux et que les représentants socio-professionnels, associés à un véritable développement régional.
il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il en résultera une meilleure intégration des activités dans un milieu humain spécifique, ce qui est d'ailleurs une des meilleures garanties de succès. Bien entendu, les subdivisions seront, le moment venu, remodelées afin d'établir une correspondance avec les limites géographiques des pays. C'est à l'échelon territorial que l'autonomie de la coutume sera assurée. En effet, comme à ce niveau décentralisé que je viens d'évoquer, l'Assemblée des pays, telle pourrait être en effet la dénomination que je vous propose de retenir, sera composée de représentants coutumiers, d'élus locaux et de représentants de secteurs socio-professionnels et associatifs. Mais seule la section coutumière, composée de 24 membres, recevra des attributions propres. Elle examinera les questions relatives aux droits civils particuliers. Elle exercera une fonction de conciliation dans les conflits entre citoyens de droit civil particuliers pour les matières régies par ce statut. Elle assurera enfin la représentation extérieure de la coutume auprès des communautés mélanésiennes du Pacifique Sud. La troisième idée force du statut est de donner aux élus locaux la maîtrise de l'exécutif et de doter le territoire d'institutions et de compétences appropriées. En ce qui concerne le gouvernement du territoire, l'innovation essentielle par rapport au statut actuel est que l'exécutif local sera entièrement élu. Les membres du gouvernement du territoire seront élus par l'Assemblée territoriale, parmi ses membres ou hors de son sein, par un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un seul tour. Le président du gouvernement, qui sera le premier placé sur la liste arrivant en tête, fixera les attributions des ministres territoriaux dont le nombre pourrait être fixé entre 6 et 8. Ce président sera également le chef des services territoriaux et il aura mission à représenter le territoire. Par ces dispositions, le gouvernement de la France entend renouer avec les dispositions de la loi cadre, œuvre de liberté et d'émancipation, dont la paternité revient, vous le savez, à Gaston Defferre, que je me plais à saluer ici. L'évocation des conditions d'élection de l'exécutif territorial me donne l'occasion de rappeler, comme je l'ai fait auprès de tous mes interlocuteurs, que les élections de 1984 seront des élections territoriales normales, destinées à mettre en place une assemblée dont le rôle sera de gérer, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les affaires du territoire avec plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Le haut-commissaire représentant de l'État dans le territoire sera, quant à lui, chargé d'exercer les compétences dévolues à l'État, de faire respecter l'ordre public et d'assurer le respect des libertés. Il sera avant tout le garant de la légalité du fonctionnement des institutions territoriales et de leurs actes en exerçant le contrôle a posteriori par d'éventuels recours devant le tribunal administratif qui sera créé en Nouvelle-Calédonie. Création donc d'un tribunal administratif en Nouvelle-Calédonie, c'est une nouveauté. Et le ministre annonce, pour l'exemple, 4 types de compétences désormais dévolues sous réserve au territoire en matière de relations internationales, à propos de la zone économique, à propos des investissements étrangers et en matière du droit du travail. Et Georges Lemoine a ensuite répondu aux interrogations de nombreux Calédoniens sur le calendrier d'adoption du statut. Au cours des divers entretiens que j'ai eus depuis quelques jours sur le territoire, nombreux sont ceux qui m'ont interrogé sur le calendrier d'adoption de ce nouveau statut. Le texte qui vous sera remis, mesdames, messieurs, par le haut-commissaire, constitue un avant-projet. Sa rédaction est donc susceptible d'être modifiée à la lumière des remarques que vous formulerez, mais aussi à la lumière de la lecture des projets qui m'ont été transmis depuis une dizaine de jours et dont certaines dispositions
mérite sans doute d'être retenu. Je souhaite pour ma part être en possession de vos suggestions dans un délai relativement court, de manière à pouvoir engager dès le début de 1984 la procédure officielle de consultation prévue par l'actuel statut. Et je vous fais confiance, Monsieur le Président. L'Assemblée territoriale disposera alors d'un délai d'1 mois pour faire connaître son avis. Le texte définitif sera ensuite soumis au Conseil d'État, puis examiné en Conseil des ministres, afin d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat avant le début de la session de printemps, au cours de laquelle il sera voté. Si ce calendrier est respecté, et le gouvernement a la volonté qu'il le soit, la Nouvelle-Calédonie disposera en juillet prochain d'un nouveau statut et les élections territoriales pourront alors être organisées. Un autre point d'inquiétude de nombreux Calédoniens, le caractère évolutif et transitoire du futur statut du territoire. Dans ce domaine, la France a trop manqué de rendez-vous avec l'histoire pour ne pas avoir la volonté de réussir celui qui nous est proposé ici. Et j'ai la conviction qu'un délai de 5 ans, celui d'une législature, est nécessaire avant que la population de ce territoire soit en mesure de se prononcer librement et en connaissance de cause sur son avenir. Une consultation offrant le choix ou les choix possibles sera donc organisée en 1989. Cette disposition figurera d'ailleurs dans le préambule du futur statut du territoire. Favoriser l'exercice de l'autodétermination, qui, je vous le rappelle, est expressément prévu par notre Constitution, est la vocation de la France. Cela signifie que pendant les 5 années qui nous séparent de cette échéance, il convient de préparer celle-ci en appliquant loyalement le statut d'autonomie interne et en favorisant la formation et la promotion des cadres locaux originaires du territoire et tout particulièrement celle des Mélanésiens. Il s'agit de rétablir en quelques années l'égalité professionnelle entre les ethnies, comme nous avons rétabli par la déclaration de principe de Nainville-les-Roches et comme nous rétablirons par l'Office culturel et scientifique kanak l'égalité de civilisation. À cette fin, l'État favorisera la création d'une école territoriale d'administration et soutiendra les mesures qui seront prises par le gouvernement local pour assurer l'accès des diplômés mélanésiens aux postes de responsabilité. Pendant cette période transitoire, nous aurons aussi à réfléchir sur l'organisation de la consultation de 1989 et sur le corps électoral qui devra y participer. Après donc la création du tribunal administratif, une autre nouveauté, la création d'une école territoriale d'administration. Puis M. Lemoine aborde le chapitre économique. Pour le secrétaire d'État, 1984 pourrait être l'année de la reprise en Calédonie. Reprise du nickel tout d'abord, puisque le déstockage massif entrepris depuis plus d'1 an devrait s'achever avant la fin de la présente année. À court terme, une reprise de la production sur des bases financières et industrielles plus saines doit être enregistrée. Elle se traduira par une amélioration de l'emploi direct et un renouveau de l'activité minière, induisant ainsi une augmentation du revenu des ménages. Cette augmentation de la production de minerais et de métal devrait être garantie par le maintien de la croissance économique aux États-Unis, au Japon et par une reconquête du marché métropolitain. À moyen terme, la situation reste cependant fragile et il conviendra de veiller à ne pas retomber dans les ornières du passé. Reprise du nickel, mais reprise aussi, du moins je l'espère, dans des secteurs d'activité plus traditionnels, comme le bâtiment ou les travaux publics.
Le projet hôtelier de Tiaré est maintenant bien avancé, puisque les financements sont pratiquement en place. Par ailleurs, une décision devra intervenir l'an prochain pour le barrage de la Ouiné, dont les dernières études sont en cours de réalisation par Enercan. Et puis, la politique du gouvernement étant désormais clairement définie, il faut que les investissements qui ont pu être différés ces derniers mois soient aujourd'hui réalisés. 1984 sera aussi la première année d'exécution du 9e plan. Le territoire élabore actuellement les propositions qui devront faire l'objet des contrats de plan. Ceux-ci seront arrêtés dès le début de l'an prochain et il importe que les dossiers soient prêts à temps. À cet égard, je suis tout à fait disposé, si le territoire en fait la demande, à faciliter, Monsieur le Président, l'envoi sur place d'une mission de spécialistes afin d'accélérer les travaux. Il est vrai que ce travail devrait être facilité par la reprise des conclusions des États généraux du développement organisés il y a quelques mois à l'initiative du vice-président du Conseil de gouvernement et dont j'ai suivi personnellement avec intérêt les travaux. Le secrétaire d'État aborde alors la question des interventions de l'État en Nouvelle-Calédonie. M. Lemoine indique qu'en 1982, les dépenses totales de l'État dans le territoire avaient atteint plus de 29 milliards de francs CP, dont près de 10 milliards pour les seules dépenses de fonctionnement et de personnel au titre de l'éducation nationale. Pour 1983, indique M. Lemoine, la croissance sera sans doute voisine de 9%, mais M. Lemoine précise que les chiffres définitifs ne seront disponibles qu'au milieu de l'an prochain. En 1984, poursuit le secrétaire d'État, l'effort sera naturellement poursuivi et il donne quelques chiffres. Il parle de l'ouverture de crédits de 360 millions de francs CP pour assurer le fonctionnement des offices créés l'an dernier. Il évoque également l'attribution de 273 millions de francs CP en fonctionnement et de 123 millions de francs CP en investissement pour la création d'une unité de service militaire adaptée sur la côte Est, un sujet qu'il avait déjà abordé à la mairie de l'Île des Pins hier. Le ministre évoque ensuite les recettes attendues de l'État au titre du nickel. Et il indique une chose importante, Pierre Mauroy, le Premier ministre, vient de rendre son arbitrage et M. Lemoine a été en mesure d'annoncer cet après-midi que l'État était prêt à verser au territoire 3 636 millions de francs CP pour la garantie de ressources et 910 millions de francs CP en contrepartie d'un abandon par le territoire du prélèvement complémentaire sur les exportations, soit un total de près de 4 milliards et demi de francs CP qui constitue, a dit M. Lemoine, le maximum de ce que le budget de l'État peut supporter l'an prochain. Enfin, M. Lemoine termine en lançant un appel à la raison, à la générosité des sentiments, je le cite, un appel au calme. Résister à la provocation d'où qu'elle vienne, et que l'on sache bien que je condamnerai, quant à moi, toujours tous les recours à la violence. J'étais encore au ministère de la Défense quand nous avons vécu la tragédie de Coindé. 2 gendarmes morts et des familles dans la douleur. Ces 2 morts sont de trop, et c'est vers eux que vont à l'instant mes pensées. C'est vers eux qui ont été conduits aussi, vers ceux qui ont été conduits aussi à cet enchaînement de la violence. Non, plus jamais cela. La vie ici a son prix comme ailleurs. La paix doit régner et l'emporter sur la violence. Nous vivons dans une société qui a certes encore ses imperfections, mais qui a ses règles et ses lois. Je demande à tous de respecter la loi et je veillerai à ce qu'elle soit justement et équitablement appliquée. Mais là n'est pas la vraie réponse aux réalités d'aujourd'hui. La vraie réponse, elle est en chacun d'entre vous. Celui qui veut mettre en cause la paix ou la tranquillité du territoire, en dehors du dialogue et de la concertation, devra méditer
sur les conséquences de son geste. Quant à moi, je fais confiance à l'immense majorité de la population de la Nouvelle-Calédonie. Je suis là, parmi vous, à vos côtés, pour vous aider à édifier votre avenir. Regardons-le ensemble, avec sérénité. Surmontons ensemble les pièges de l'histoire pour que règne ici la paix, la fraternité et le progrès. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République française. C'était donc la fin du discours qu'a prononcé cet après-midi M. Georges Lemoine à l'Assemblée territoriale à Nouméa, un discours d'environ une cinquantaine de minutes et qui, je vous le rappelle, n'a été suivi que par un hémicycle presque vide, aux trois quarts vide, puisque les représentants du Front indépendantiste avaient quitté la salle après le discours de bienvenue de Jean-Pierre Haïfa, président de l'Assemblée territoriale, et puisque les représentants du RPCR n'étaient pas présents dans l'hémicycle. Je vous propose maintenant d'écouter 4 réactions de leaders politiques en Calédonie, des réactions que nous vous diffusons dans l'ordre dans lequel nous les avons recueillies cet après-midi. La première réaction est celle de Marie-Paul Serve. Madame Serve siège parmi les indépendants à l'Assemblée territoriale. Bien, moi, je suis... c'est pas la mode de dire je suis satisfaite ou pas satisfaite, parce qu'en ce moment, chacun est en train de chercher son camp. Je trouve simplement que le ministre a une très grande rigueur intellectuelle et que depuis son premier séjour parmi nous, il a dit un certain nombre de choses, il a pris un certain nombre d'engagements et qu'il tient au fur et à mesure. Donc de ce côté-là, je peux estimer être satisfaite de ce ministre-là. Quant à la teneur du discours lui-même, bien sûr, le gros morceau, c'était la présentation rapide, les grandes lignes du statut qu'il souhaite voir adopté pour la Nouvelle-Calédonie. Nous aurons tout le temps de pouvoir en discuter, mais les grandes lignes telles qu'elles ont été présentées, je pense, conviennent à la Nouvelle-Calédonie. Elles sont une façon raisonnable de permettre aux élus de ce territoire de prendre plus de responsabilités et donc d'être vraiment plus à même d'assurer le développement de la Nouvelle-Calédonie, puisque jusqu'à présent, ils se plaignaient toujours de décider de ne pas être écoutés. Là, ils sont donc totalement responsables. La durée de 5 ans, vous savez que j'avais souhaité que ce statut puisse avoir un certain temps de façon à ce qu'on puisse assurer une paix, un investissement, une rentabilité des investissements surtout. 5 ans me semble un peu juste, mais enfin, je crois que si nous sommes vraiment raisonnables et vraiment responsables, nous devrions pouvoir, pendant 5 ans, faire déjà un certain nombre de choses qui nous amènent tranquillement en 89 à décider en grande personne,